Dans l'actualité des idées aujourd'hui, harcèlement, précarité, université, le grand gâchis, on en parle avec notre invitée. Vie ma vie de doctorant, elle-même passée par là, Adèle Combe est à l'initiative du projet Vie de thèse, un questionnaire et une enquête menée auprès de 2000 personnes ayant effectué un doctorat. Dans un premier ouvrage qu'on pourrait qualifier d'intervention, Comment l'université broie les jeunes chercheurs, paru chez Autrement. Cette doctorante diplômée en neurobiologie retrace des parcours qui virent parfois au chemin de croix, une enquête sur les conditions de travail des jeunes chercheurs en France, ceux qui n'ont pas été écoutés. Bonjour à vous Adèle Combe. Bonjour. D'où l'envie de leur tendre une oreille aujourd'hui avec ce livre aussi que vous publiez. Cette enquête, elle part d'une situation vécue, elle part d'une expérience personnelle. Quel est votre parcours à vous Adèle Combe? Alors moi je suis docteur en neurobiologie. J'ai effectué ma thèse à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure de Paris. Mais je suis originaire du sud de la France. J'ai fait mon master à l'Université de Montpellier. Et donc je suis aujourd'hui chef de projet scientifique en communication médicale. Et donc docteur en neurobiologie, oui. Donc, à partir de 16, que vous avez vécu, combien d'années d'études? Un peu plus de 3 ans, entre 3 et 4 ans, oui. Vous avez expérimenté cette vie de thésard, en tout Absolument. cas. Ouais. C'était comment? Au départ, c'est grisant. On est très très fiers de faire un doctorat. Je suis toujours fière d'ailleurs d'avoir fait un doctorat dans cette institution. Au départ, c'est extraordinaire de pouvoir vraiment faire de la recherche, de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de la connaissance humaine. Et ensuite, on réalise qu'il y a certains dysfonctionnements qu'on croit normaux. En tout cas, quand on y rentre, on découvre une nouvelle normalité du monde de la recherche qui finalement, étant donné que tout le monde va faire énormément de travail, va faire énormément d'heures, va accepter des conditions de travail qui ailleurs ne seraient pas acceptables, eh bien on se met dans un certain moule qui fait qu'on ne réalise pas tout de suite que c'est une exploitation, qu'on ne réalise pas tout de suite que ce sont des situations inacceptables, mais en fin de compte, au final, quand on en sort, on réalise, mais ce n'était pas du tout normal ce qu'on a vécu. Alors, où est pour vous l'exploitation? Parce que vous le racontez, vous avez étudié la maladie de Parkinson, notamment chez la souris. Vous avez vécu ou survécu, comme vous le dites, à 3 ans d'enfermement dans une petite pièce, sans fenêtre, à étudier. Beaucoup de laborantins pourront dire, mais c'est la vie qui vous attend derrière. Où est la particularité de ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui a suscité cette prise de conscience chez vous et donné envie d'ouvrir les vannes et d'entendre les paroles d'autres chercheurs, d'autres doctorants? Alors absolument, dans la recherche, il y a énormément de façons différentes de travailler et on s'attend, par exemple, à travailler le week-end. C'est quelque chose qui peut arriver, qui n'est pas anormal. La problématique ici, c'est par exemple une spécificité de la recherche, en tout cas de nombreuses équipes de recherche, qui est cette incapacité à pouvoir récupérer les jours de repos travaillés. C'est-à-dire travailler le week-end, pourquoi pas, quand une expérience, un terrain le nécessite, c'est une chose, mais cette incapacité à récupérer ces jours de travail conduisent à des mois et des mois passés entièrement à travailler, tous les jours, sans aucun repos. Et si on demande une récupération, cela va être considéré comme une certaine forme de fainéantise, en tout cas du fait qu'on ne mérite pas d'être à cette place-là parce qu'on ne donne pas assez. Énormément de choses, une discrimination à la maternité, ça peut être une certaine forme de sexisme également, que moi j'ai observé, que j'ai pu vivre, que j'ai pu observer, et bien sûr ensuite que j'ai pu entendre, que j'ai pu agréger à travers les nombreux témoignages que j'ai pu récupérer lorsque j'ai fait mon enquête. Alors voilà, qu'est-ce qui vous donne à un moment envie de voir plus large, de comparer votre situation et votre vécu à celle d'autres chercheurs? C'est arrivé assez tard. Déjà, il a fallu prendre le temps de se remettre de tout ça. Et ensuite, moi j'ai travaillé ensuite dans le privé, donc dans la communication médicale, il se trouve que cet environnement-là recrute beaucoup de docteurs. D'ailleurs, s'il y a des docteurs qui cherchent, qui cherchent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver dans l'académie, la communication médicale est un super métier. Et en tout cas, en côtoyant ces personnes-là, j'ai découvert que de nombreuses personnes avaient vécu des situations d'exploitation, des situations de harcèlement moral, en tout cas des situations de souffrance durant leur doctorat. Et ça m'a fait réaliser que ce que j'avais pu observer n'était pas
un fait unique, ce n'était pas la faute à pas de chance, c'était quelque chose d'un peu plus vaste que ça. Ensuite, en allant sur les réseaux sociaux, et typiquement, il y a un super site qui s'appelle Ciel Mon Doctorat, et c'est un réseau social qui permet aux jeunes chercheurs, en doctorat, en post-doctorat, de parler de leur vécu, souvent sous couvert d'humour, mais ça permet quand même de libérer un peu cette pression-là et de parler de la précarité financière, la précarité du statut, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, de toutes ces choses-là qui restent très tabous dans la recherche, mais qu'ils doivent exprimer d'une façon ou d'une autre. Et ils l'expriment ici, mais ça reste un peu dans l'entre-soi malgré tout. On en parle très peu dans les médias. On parle surtout de comment les docteurs, qui sont des professionnels hautement qualifiés, comment peuvent-ils s'intégrer dans le travail, dans l'entreprise. Donc ce sont des problématiques importantes, bien sûr, sur les débouchés. Mais finalement, j'ai réalisé, en creusant un petit peu, par curiosité personnelle à la base, que la thématique des conditions de travail des chercheurs non titulaires, des doctorants, des post-doctorants, les relations humaines dysfonctionnelles, le déséquilibre des relations de pouvoir entre un doctorant, une doctorante et son directeur ou sa directrice, et le harcèlement moral et sexuel qui peut en découler, c'était des thématiques qui étaient très peu abordées dans les médias. Et donc moi, au départ par une curiosité personnelle et ensuite en me rendant compte du phénomène, de l'ampleur du phénomène, j'ai décidé d'enquêter plus. L'ampleur du phénomène, comment vous le mesurez ? C'est pas évident. Vous avez vous décidé de lancer du coup ce questionnaire vie de thèse où chacun peut se raconter, y compris anonymement, raconter ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu. Et vous en tirez aussi quelques grandes tendances. Mais vous le dites bien, je suis pas sociologue. C'est pas une enquête sociologique, statistique, méthodologiquement établie. En tout cas, elle se veut le plus représentative possible. Évidemment, les personnes qui témoignent sont anonymes. C'est sur un panel de 1877 personnes, un petit peu moins de 2000 personnes, qui sont soit actuellement en doctorat, soit qui sont docteurs, donc qui ont effectué un doctorat assez récemment. L'idée était quand même de réduire au maximum les biais de sélection, et typiquement la façon dont j'ai présenté ce questionnaire, principalement sur les réseaux sociaux, c'était un questionnaire sur les conditions de travail dans la recherche de façon générale. Je n'ai pas focalisé, quand j'ai communiqué dessus, sur le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, pour éviter ce biais justement de sélection-là. Ensuite, bien évidemment, les personnes qui étaient concernées par ces problématiques ont bien vu qu'il y avait des questions sur ces sujets-là. Les personnes qui n'étaient pas concernées, tout simplement, répondaient non à chaque situation et le questionnaire pouvait se passer assez rapidement pour ces personnes-là. Mais le mouvement MeToo vous a quand même probablement influencé. En tout cas, vous êtes dans une période où, pour la première fois, vous avez ressenti aussi qu'une parole pouvait être libérée. Oui, absolument. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en 2019 et je dois bien avouer qu'en 2019, il y avait très peu de communication sur ce qu'on peut appeler maintenant un MeToo de la recherche. Un MeToo de la recherche, ça englobe vraiment toutes les formes d'abus de pouvoir dans la recherche. Ce n'est pas uniquement du harcèlement sexuel, même s'il est présent. C'est aussi le harcèlement moral, l'exploitation, le vol des travaux. Donc c'est tout un ensemble d'abus de pouvoir qui ont lieu dans la recherche. En 2019, il n'y avait pas grand-chose et je pense que clairement, ce que j'ai fait s'intègre dans la vague du MeToo qui fait que entre 2019, 2020, 2021, on voit de plus en plus de libération de la parole, de plus en plus d'articles dans les médias et vraiment on peut s'en réjouir sur cette thématique-là, mais même sur les réseaux sociaux. Quand on voit maintenant, je pense à Camille Zimmerman qui a fait un très grand article qui raconte comment son directeur de thèse l'aurait harcelé sexuellement, il est présumé innocent à l'heure actuelle, et comment cela aurait conduit au suicide de sa meilleure amie, par exemple. Ça, c'est à visage découvert, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Quand on voit que maintenant, l'université de Lyon 2 a mis à pied le doyen de la fac de droit pour des faits, en tout cas des témoignages de harcèlement sexuel, on se dit qu'il se passe quelque chose. Quand on voit que l'ENS Ulm met à pied le directeur du département des lettres pour des témoignages de harcèlement sexuel,
on se dit qu'il se passe quelque chose en tout cas de positif. Au sein des institutions. Absolument. Les institutions ont réagi, accepté d'entendre au moins ces paroles de ceux qui se disent victimes de ces abus de pouvoir de toute nature et d'ouvrir des enquêtes en interne pour tenter de réguler et de répondre à ces situations avec peut-être par la suite des condamnations par l'institution ou par le système judiciaire ou au contraire des personnes qui pourraient être blanchies par rapport à ces situations que vous indiquez, Adèle Combe, que quelque chose est en train de se passer. Alors juste pour revenir et comprendre de quelle détresse on parle et quelles sont les racines de cette détresse, ce que vous montrez, c'est que la recherche, c'est à la fois un milieu comme les autres, avec ses dérives, avec ses abus, mais c'est aussi un monde assez particulier qu'on peine à imaginer vu de l'extérieur. La thèse, c'est d'abord le diplôme le plus élevé du monde, et dans la tête de beaucoup, ça se mérite, une thèse. Ça se mérite, bien sûr. Après, cette notion de mérite, cette notion de... Que signifie mériter quelque chose? Et ça, à mon sens, c'est un sujet qui est très intéressant. On le sait, le doctorat, c'est pas facile. Et ça, personne s'attend quand on commence un doctorat, personne s'attend à ce que ce soit facile. C'est quand même obtenir un bac+8. Le challenge, le défi est intellectuel. On s'attend à ce qu'il soit uniquement intellectuel, c'est-à-dire comment créer un projet de recherche de toute pièce, comment apporter cette pierre à l'édifice de cette connaissance humaine, c'est formidable, moi je trouve ça extraordinaire. Et ensuite, bien sûr, il peut y avoir des difficultés quand pendant des mois, une expérience ne marche pas, c'est difficile, quand on ne peut pas accéder sur un terrain, quand on passe des mois à chercher un ouvrage du XVIIe siècle, c'est compliqué. Ça, on s'y attend. Et c'est aussi la beauté, la recherche intellectuelle, c'est aussi la beauté de ce travail de recherche. Ce qui n'est pas acceptable, et cette dérive dont on parle, c'est cette notion que finalement, au prétexte d'une certaine élite, au prétexte d'une élite intellectuelle, il faudrait accepter de souffrir. Et ça, c'est ici que la ligne doit être tracée. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés intellectuelles que cela doit signifier qu'il faut souffrir physiquement, psychologiquement, pour sa thèse. Le problème, à mon sens, et ce qu'on observe, de ce que j'ai observé, ce qu'on observe dans tous les témoignages, c'est qu'il existe une certaine culture dans certaines équipes, dans beaucoup d'équipes, pas toutes, mais dans beaucoup d'équipes, une certaine culture de la souffrance pour mériter sa place. Et il y a une mise en concurrence. C'est aussi quelque chose que les témoignages que vous avez recueillis, récoltés, racontent, Adèle Combe. C'est-à-dire qu'on pense que c'est un cheminement personnel, un chemin de progression vers le savoir et la connaissance. Mais il y a aussi au sein des équipes de doctorants une mise en concurrence. Pourquoi? Parce qu'au bout du chemin, les places sont chères. Alors oui, au bout du chemin, les places sont chères de toute façon. Dans certaines équipes, on se serre les coudes. Dans d'autres équipes, il faut se battre pour avoir un poste à l'issue du doctorat ou à l'issue du post-doctorat. Donc certes, il peut y avoir une mise en concurrence, mais elle n'est pas uniquement au sein même des équipes. C'est une mise en concurrence qui est générale, une mise en concurrence qui s'intègre dans un système de financement qui fait que pour pouvoir continuer ces recherches, il faut des financements. Pour avoir des financements, il faut des beaux résultats. Et donc, pour avoir des beaux résultats, voilà, là, il se passe quelque chose. Et on le voit d'ailleurs, il y a un rapport sur l'intégrité du sénateur Ouzoulias et Pierre Henriet qui est sorti assez récemment, qui le montre. Cette mise en concurrence-là peut entraîner certaines dérives sur un embellissement de certains résultats, voire la fraude scientifique. Et pour cela, il peut y avoir également une énorme pression mise sur les chercheurs non titulaires, les doctorants, qui est « tu dois travailler tous les jours, 2 jours comme de nuit, tous les week-ends, parce qu'il faut des résultats, il faut du résultat pour avoir de l'argent. » Et quelque part, au nom de cette science avec un grand S, comme certains aiment l'appeler, au nom de ça, on est prêt à exploiter littéralement des jeunes chercheurs. Exploiter, c'est quoi pour vous ? Exploiter... Ça fait plusieurs fois que vous employez ce terme. Quelle réalité vous mettez exactement derrière ? Eh bien, c'est ce qu'on peut voir dans le livre, dans les nombreux témoignages que moi j'ai recueillis et que je mets dans ce livre-là. Ce sera ces horaires indécents, cette interdiction ou cette critique des prises de congés. C'est anormal de prendre des congés, c'est un synonyme de fainéantise, encore une fois. Ce n'est pas respecter la science. Ce sera tout simplement demander à ce que certains résultats soient obtenus. C'est pas je cherche pour trouver, c'est tu cherches et tu dois trouver ceci. Dans certaines équipes, malheureusement, c'est une réalité. C'est tout simplement avoir une relation tellement dysfonctionnelle que la libération de la parole va être extrêmement compliquée parce qu'à partir du moment
où un chercheur non titulaire, en particulier un doctorant, va s'opposer à une certaine vision de son directeur, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas juste un travail, c'est un travail qui débouche sur un diplôme. C'est ça qui est intéressant. On ne peut pas juste démissionner. Ouais. À travers ces 3 parcours que vous montrez, que vous racontez, notamment celui de Laurine, de Baptiste et de Sarah, qui sont 3 parcours structurants du livre, et à leurs témoignages viennent se mêler d'autres témoignages que vous avez pu recueillir à Delcombe et qui sont rassemblés dans cet ouvrage « Comment l'université broie les jeunes chercheurs ». Vous montrez et rappelez aussi la singularité de cette relation de maître à élève, qui n'est pas nouvelle, qui s'appuie sur de vieilles représentations, mais vous montrez aussi à la fois les rigidités, les frustrations de certains maîtres qui se sentent tout à coup dépassés et qui se sentent pour le coup frustrés et diminués quand le fameux élève dépasse le maître. Vous montrez aussi des directeurs de thèse qui se conduisent véritablement en mandarin, qui font faire leur boulot aux jeunes chercheurs, puis s'en attribuent après le mérite. Ça, c'est une situation plus commune qu'on l'imagine. Oui, c'est clairement, il y a ces témoignages-là, énormément d'autres témoignages, mais par exemple, quand moi j'ai posé cette question-là, j'ai énormément de questions dans mon questionnaire, mais il y a une question qui est est-ce qu'on s'est approprié votre travail ? Est-ce qu'on s'attribue en tout cas le mérite de votre travail ? Et à cette question-là, sur les presque 2000 personnes qui ont répondu, il y a environ 20% qui répondent oui. Oui, durant mon doctorat, on s'est attribué le mérite de mon travail, on s'est approprié mon travail. Alors, ça peut être de différentes manières. Ça peut être tout simplement apposer son nom sur son travail. Ça peut être tout simplement déclaré. Et dans ces cas-là, 20%, c'est un chiffre énorme. Mais dans la plupart du temps, dans presque la moitié du temps, dans la moitié des cas, c'est par l'encadrant de thèse lui-même. Donc, il y a clairement un vrai problème. Et pourquoi on ne va pas parler ? Encore une fois, à cause de cette relation dysfonctionnelle et déséquilibrée qui fait que si je dis quelque chose, je risque de mettre en péril l'obtention de mon diplôme. Mais parce que c'est aussi le directeur de thèse qui est comme l'employeur, qui décide des financements qui vont être attribués ou pas. Alors, sur les financements, c'est encore différent. Souvent, alors cela dépend du mode de financement. S'il y a un concours, voilà, il faut passer bien sûr le concours. Il peut attribuer des financements un peu différents. Ça sera un peu différent. En revanche, clairement, pour avoir le droit de soutenir, c'est-à-dire de présenter sa thèse, donc de prétendre au titre de docteur, eh bien, il faut avoir l'autorisation du directeur de thèse. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que déjà, il faut obtenir son diplôme, mais ensuite, il y a toute une notion de réseau. Parce qu'on est docteur, mais on est aussi docteur d'un laboratoire, on est docteur d'un directeur ou d'une directrice de thèse. Donc, on est docteur d'un réseau. Et malheureusement, avec la compétition actuelle, le diplôme ne suffit pas. Il s'intègre dans un réseau de connaissances qui vont nous faire participer à d'autres études, qui vont peut-être collaborer avec nous pour des demandes de financement et qui vont peut-être être les personnes qui vont nous recruter par la suite. Donc tout le monde est coopté, en fait, c'est bien le problème. Personne n'est neutre dans cette histoire-là. Et lorsque les jeunes chercheurs veulent parler de leur problématique, étant donné que personne n'est neutre, il est extrêmement difficile de se libérer. Alors est-ce que ce système un peu compétitif est en train de s'installer de plus en plus au sein de l'université française ? On va prendre la question par le petit bout de la lorgnette et la nouveauté avec ces concours, ma thèse en 180 secondes qui ont été instaurés, à l'image peut-être des concours d'éloquence, extrait d'une émission de France Inter, La tête au carré, qui donnait à entendre ce concours. On va écouter cette initiative défendue par Antoine Petit, président directeur général du CNRS. Une manifestation comme celle-là est une revalorisation absolument extraordinaire de la recherche et ça montre vraiment que cette recherche elle a un impact potentiel sur la société et puis c'est aussi une jolie façon de revaloriser le doctorat. Alors les gens qu'on a vus là, ils ne sont pas encore docteurs, ils sont doctorants, mais toutes évidemment vont devenir docteurs bientôt. Et on sait qu'en France, la place du doctorat n'est probablement pas celle qu'il mérite. Et donc c'est aussi une occasion d'expliquer que préparer un doctorat, c'est aussi s'interroger sur de nouvelles questions, c'est aussi être capable de réfléchir, de faire des hypothèses et d'être capable aussi de les expliquer. Et on voit bien que les qualités qu'ils ont mises en œuvre pour cet exercice leur serviront dans la vie active. Voilà, cette importance de revaloriser le doctorat, comme si en France, il était aussi diminué, dénigré dans une partie de l'opinion, en mettant en avant des qualités nouvelles, et notamment celle de pouvoir défendre son capital. Bien sûr, ça c'est assez intéressant, parce que
quasiment tout le monde s'accorde à dire qu'il faut reconnaître le doctorat comme une expérience professionnelle, ce qu'elle est. C'est une formation, c'est un diplôme, mais c'est une expérience professionnelle. En revanche, on considère qu'il ne faut pas tous les payer. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que certains doctorants, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais il y a des jeunes chercheurs actuellement qui font leur recherche et qui ne sont pas payés pour faire ça, qui n'ont pas de contrat pour faire ça. Donc, très bien valoriser l'expérience professionnelle, on est complètement d'accord, mais il faut aller jusqu'au bout de la réflexion. Le bout de la réflexion, c'est rémunérer tous les jeunes chercheurs, leur donner un contrat de travail, leur donner des droits sociaux. Ils n'ont même pas le droit au chômage quand ils ont fini ça. Ils n'ont même pas le droit à un congé maladie. Donc, clairement, il y a un énorme problème de précarité financière, précarité du statut et bien sûr une précarité psychologique qui est énorme à cause de cette situation-là. Voilà, donc on a des jeunes thésards qui doivent du coup apprendre à se vendre aussi. Et à contrario, on a des directeurs de thèse, tels que les témoignages que vous avez rassemblés le racontent, qui ne supportent pas que leurs doctorants, et ça a été le cas pour celui que vous appelez Baptiste, travaillent le soir dans un fast-food pour arrondir ses fins de mois, ce que son directeur de thèse n'accepte pas. Il voudrait le voir se consacrer entièrement à sa thèse, et ça produit du harcèlement moral. Bien sûr. Alors, le témoignage de Baptiste, tous les trois témoignages sont complètement se complètent, sont terribles. Le cas de Baptiste est également très intéressant parce que cela représente encore ce harcèlement perpétuel qui est au nom de la recherche, tu me dois tout en fait, et tu dois donner ta vie professionnelle en tout cas pour cette recherche-là. C'est quelque chose qu'on retrouve, c'est dans une certaine forme de culture, c'est-à-dire que quand Baptiste en vient à penser que ses conditions de travail dans un fast-food sont meilleures que dans la recherche. Quand on en vient à se dire, et c'est pas le seul à dire ça, hein, je le cite parce que son témoignage est extraordinaire, mais ce n'est pas le seul à dire ça. Quand en fait on baigne dans cette culture-là, ou quand on entend des directeurs, comme moi j'ai pu l'entendre, mais même récemment, on a entendu un directeur de thèse, un directeur d'études en tout cas, d'une grande école déclarer devant des doctorants, des futurs doctorants, même des directeurs qui n'ont rien dit, un doctorant qui ne déprime pas, ce n'est pas un bon doctorant. Ou alors, comme moi j'ai pu l'entendre, si tu ne souffres pas en thèse, c'est que ce n'est pas une bonne thèse. Il y a cette culture dans de nombreuses équipes de recherche de cette souffrance et donc de cette exploitation au nom d'une science qui certes est belle, mais qui ne justifie pas tout. Voilà ce que raconte aussi le témoignage et le récit de Sarah, chercheuse en anthropologie, qui va découvrir qu'elle est atteinte d'une maladie ou d'un handicap, en tout cas plutôt qui la freine aussi, et elle est très rapidement épuisée par cette maladie. Et elle va devoir mener de front quand même pas mal de choses, à la fois tenir le coup sur sa propre santé, mais son boulot de thèse et les boulots alimentaires qu'elle fait par ailleurs. Quelle réponse va lui être donnée, apportée à Sarah ? Alors, le cas de Sarah est également très intéressant. Donc, Sarah est doctorante en anthropologie, elle n'est pas rémunérée, donc elle doit enchaîner des petits boulots à côté qui sont chronophages, qui sont mal payés, dans le but de pouvoir mener ces recherches-là. Sarah a certes un handicap, mais ce handicap, s'il s'intégrait dans un environnement inclusif, comme elle dit elle-même, a priori, il n'aurait pas été un problème. Le problème que Sarah a rencontré, c'est cette difficulté administrative incommensurable de se faire accepter en tant que jeune chercheuse handicapée. La paperasse, les difficultés, les personnes qui nous renvoient à un interlocuteur puis un autre, en fait, cette difficulté administrative qui entraîne une discrimination au handicap. Et ensuite, l'exploitation qu'elle a vécue finalement, certes, il y a son handicap, mais c'est surtout une discrimination au handicap et finalement on empêche les jeunes chercheurs de faire un travail de qualité parce que tous les témoignages que j'ai, et les trois principaux, mais tous les autres, sont des personnes qui sont extrêmement motivées, des personnes extrêmement intelligentes, très vives. Et ce sont des potentiels qui sont complètement gâchés, en fait, à cause soit de personnes qui sont malveillantes, soit à cause d'un système qui fait qu'on ne peut pas exprimer
un avis contraire, qu'on ne peut pas exprimer des problématiques, mais aussi à cause d'un financement qui est quasi inexistant. Alors, on va y venir de problèmes. Au financement. Et sur cette réalité, pour donner un dernier exemple, il y a aussi la question des maternités, des grossesses qui peuvent se poser. Et vous l'avez connu de votre côté, Adèle Combe, pendant un travail de thèse. Une doctorante vous raconte justement qu'elle a annoncé sa grossesse à son chef, qui lui répond « Comment as-tu pu me faire ça ?» Une chercheuse lui a dit un jour à la même personne que je ne devais pas m'étonner que la thèse d'une autre soit meilleure, car elle avait travaillé les soirs tard et les week-ends, alors que moi, j'avais fait mon choix. Voilà pour quelques exemples, et il y en a beaucoup d'autres de témoignages qui sont rassemblés dans ce livre, le vôtre, Adèle Combe. Tout ça produit bien sûr de la détresse, du mal-être. On va écouter au micro de Martin Kennen, en 2012, dans l'émission Grand Amphi, les mots de Clarisse Bionneau. Elle est ethnosociologue, auteure de félicitations du jury. La thèse source de stress, est-ce qu'elle rend fou ? On l'écoute. Fou, en tous les cas bien déprimé, pour pas dire dépressif, de ce que j'ai pu en voir. Moi, j'ai fait ma thèse à l'école des hautes études en sciences sociales et j'étais à ma 2e, 3e année de thèse quand soudain quelqu'un avait judicieusement mis sur le petit tableau, vous savez, qui concerne toutes les petites annonces, en etc. liège avec les punaises, voilà, au milieu des offres d'appartements à partager, etc. Un article du Monde, si je me souviens bien, où une espèce de diagramme était dessiné sur l'état dépressif des thésards. Il y avait une ligne qui était le 0, la moyenne, et aucun des thésards dans les 5 ans n'arrivait à ce 0. Dans le meilleur des cas, ils étaient à 10-20 points en dessous. Voilà. Et comme on en parlait avant, le jour de la soutenance, on pouvait passer au-dessus de cette ligne du 0, mais on y retombait très très rapidement. Ce que vous dites, Adèle Combe, un peu à la star de Clarisse Bionneau à l'instant, c'est que le problème, il est beaucoup plus large et plus important qu'on ne le pense encore, que derrière tout ça, il y a véritablement un enjeu de santé publique qu'il faudrait prendre en compte en écoutant le malaise, la détresse de ces doctorants. Oui, bien sûr. Moi, dans mon enquête, il y a presque 90% des répondants qui déclarent avoir vécu une altération, une dégradation de leur santé mentale. Il s'agit principalement d'un syndrome de l'imposteur. Il y a plus de 60% qui considèrent qu'ils ne sont pas à leur place, en fait. Et donc, c'est une énorme source de stress pour eux. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est le nombre de dépressions ou de burn-out. J'ai presque 33% des répondants qui ont déclaré avoir vécu, durant leur doctorat, une dépression ou un burn-out. Et c'est un chiffre qui fait partie que l'on retrouve ailleurs, c'est-à-dire qu'en Belgique, il y a Katia Levesque en 2017 qui a également montré des chiffres similaires. Récemment, il y a une méta-analyse de Satinsky qui a montré des chiffres similaires. Donc, clairement, la dépression et le burn-out durant le doctorat, ce ne sont pas des faits rarissimes, c'est un phénomène. Il peut être dû à diverses choses. Il peut s'agir tout simplement de la pression qui est inhérente peut-être à la solitude du doctorat, c'est une chose, mais ça s'intègre également dans des relations. Ouais. Bien sûr, dans un système et dans des relations dysfonctionnelles. Alors, il y a de la fatigue, il y a des troubles, vous l'évoquiez, des craquages, mais ça peut aller jusqu'au suicide. Vous avez été frappé par ces réponses d'une vingtaine de répondants, on le disait, sur un tout petit peu moins de 2000, c'est-à-dire plus d'1% qui vous racontent avoir fait aussi des tentatives de suicide. Et puis, il y a des disparus du labo, tous ces chercheurs qui ont quitté leur labo du jour au lendemain et dont on ne sait plus rien, qui sont partis, qui ont lâché prise et fini par renoncer. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à cette situation-là ? Adèle Combe, bien sûr, votre livre « Comment l'université broie les jeunes chercheurs » est aussi une déclaration d'amour à l'université et à la recherche et une quête de solutions à trouver ensemble. On va écouter, avant de vous redonner la parole, les mots d'Antoine Lilti. Il est historien, spécialiste d'histoire culturelle, directeur d'études à l'EHESS. Il revient, lui, sur le faible financement de la recherche au micro de Guillaume Erner, qui est peut-être à la source de la réflexion qu'on va avoir sur les solutions.
Actuellement, mais écoutez, vous savez, la part de la consacrée en fait à la recherche, et donc notamment aux docteurs et puis aux doctorants et puis ensuite aux docteurs, ne progresse pas en France, même elle régresse. Et alors qu'on a beaucoup de pays qui aujourd'hui investissent massivement dans la recherche et dans l'enseignement supérieur, en France, on est très largement à la traîne, que ce soit en Allemagne, aux États-Unis, évidemment en Chine, où il y a une énorme campagne. Et ça, c'est grave parce qu'aujourd'hui... Y compris en sciences humaines ? Y compris en sciences humaines. Alors, beaucoup aussi en sciences, mais aussi en sciences humaines. Et en fait, c'est un ensemble, c'est un tout, parce qu'aujourd'hui, on est confronté quand même à de graves crises, évidemment, que vous connaissez bien, sanitaires, écologiques, mais aussi, par exemple, l'essoufflement démocratique, qui fait peser une menace forte sur nos sociétés, sur nos modes de vie. Or, pour tous ces éléments, on a besoin de produire du savoir, on a besoin de produire de la connaissance, évidemment dans les sciences expérimentales, les sciences du vivant, les sciences de la Terre, mais aussi en sciences humaines. Voilà, et pour compléter peut-être ce propos, c'est aussi Philippe Forest, professeur en littérature à l'université de Nantes, qui rappelait l'an passé dans un court ouvrage, un tract paru chez Gallimard, l'université en première ligne à l'heure de la dictature numérique, les logiques comptables et les évaluations chiffrables à l'œuvre qui font beaucoup de mal à l'université. Qu'est-ce que vous dites, vous, aujourd'hui, Adèle Combe ? Vous dites il faut parler, et puis il faut agir aussi. Il faut d'un côté lutter contre la loi du silence, mais il faut aussi agir pour améliorer la situation. C'est urgent, c'est essentiel de tous ces jeunes chercheuses et chercheurs. Bien sûr, le financement de la recherche n'est pas un secret, est très en deçà de ce qu'il devrait être, mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà. Bien sûr, la mise en compétition pour des financements est un énorme problème parce que cela peut entraîner des dérives. Mais au-delà des solutions financières, il y a aussi des solutions d'organisation qui sont structurelles. Il faut donner la possibilité aux personnes concernées par des abus de pouvoir s'exprimer en toute confiance. Et lorsqu'on voit qu'on essaie de donner cette possibilité-là, finalement, je pense au comité de suivi de thèse, par exemple, qui sont très généralement organisés par les directeurs de thèse eux-mêmes, donc avec leurs collaborateurs, avec des personnes qui sont peut-être leurs amis. Dans ces conditions-là, on ne peut pas imaginer une seconde qu'une personne victime d'un abus de pouvoir, de harcèlement moral ou sexuel de son directeur, puisse s'exprimer dans ces conditions-là. Et d'ailleurs, dans les témoignages que je montre, c'est bien ce problème-là. Certes, il y a un problème financier, mais les problèmes sont aussi chez les doctorants et les docteurs qui sont financés, justement. Ce n'est pas que ça. Actuellement, alors certes, c'est pas que financier, c'est surtout d'abord une question de statut aussi à donner. Quand vous envisagez des pistes comme une sorte de contrat de travail avec des droits, des congés annuels, avec des récup pour ceux qui ont bossé au-delà des heures normales, sur la question aussi de la création peut-être d'un syndicat, des droits à prendre en compte et à défendre. Bien sûr, et puis il y a aussi également la formation des encadrants. Parce que déjà, il y a beaucoup d'encadrants qui, eux, ont des difficultés. La recherche est difficile pour tout le monde. Mais il faut aussi qu'ils soient formés au management. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas d'obligation à la formation de management de personnes de la part des encadrants. Des témoignages et des pistes de solutions dans ce livre Comment l'université broie les jeunes chercheurs. Adèle Combe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Votre livre paraît cette semaine aux éditions Autrement. Merci. Merci. Encore merci à toute l'équipe de la Grande Table. Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour cette Grande Table des idées avec Gilles Blanchard à la réalisation et Marie-Claire Oumabadi à la technique.